Salut les devs et bienvenue dans cet épisode où je vais te donner des astuces que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé la programmation. Concrètement, je t'encourage à te focaliser sur la pratique et les projets concrets, mais on va voir ça en détail dans cet épisode. Le premier point, c'est de choisir ce que tu as besoin d'apprendre. En gros, je te l'ai déjà expliqué dans l'épisode précédent, de te spécialiser, que tu sois développeur freelance, développeur CDI, développeur peu importe, que tu sois développeur, c'est de te spécialiser. Et donc pour ça, choisis bien une techno qui va régler, qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Va pas apprendre une techno parce qu'elle est connue, parce qu'elle est populaire en ce moment. Va pas apprendre React juste parce que c'est populaire. Donc, concentre-toi sur les langages et les concepts nécessaires pour atteindre tes objectifs. Donc, si tu veux apprendre le web, va pas commencer à apprendre Python parce qu'en ce moment, machin, les IA, tout ça. Non, plutôt concentre-toi sur OK, je veux faire des applications web pour résoudre tel problème. Donc, si tu veux apprendre le web, il faut commencer par le HTML, bien sûr, le CSS, etc., le JavaScript, puis un framework comme React, avec TypeScript, pardon. Mais ne saute pas sur le premier langage juste parce qu'il est à la mode, tu vois ce que je veux dire? Et surtout, n'apprends pas, et je te l'ai dit dans l'épisode précédent, hein, n'apprends pas 10 000 langages pour faire gonfler ton CV parce que ça fait rien gonfler du tout, mis à part que déjà il y a trop de trucs sur ton CV, après ça donne pas envie de le lire. Et puis surtout, on sait que tu maîtrises rien au final si tu mets 10 000 trucs. C'est ce que je pensais au début, hein. Moi je mettais React slash machin slash truc slash machin. Et au final, ça m'a que attiré pas les bonnes personnes, tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu commences à mettre plein de technos et surtout pas les bonnes, qui vont même pas ensemble, qui ne font pas partie d'un écosystème, tu vois, par exemple, React, Tailwind, Firebase, tu vois, tout ça, ça fait partie d'un écosystème. Par contre, si tu mets React slash Python slash IA slash, je sais pas, je pourrais t'en donner plein des exemples, mais c'est pour dire, le but c'est de faire en sorte de bien choisir ce que tu as besoin d'apprendre. Et je vais t'expliquer dans d'autres points pourquoi c'est très important. Deuxième point très important pour devenir développeur, c'est ton objectif, c'est de faire fonctionner ton programme. Il y a un concept assez populaire en ce moment, enfin popularisé par Melvin qui me fait assez rire, c'est les branleurs de code. Ceux qui vont dire ouais mais choisis ce langage là parce que c'est le plus optimisé, oui mais machin, oui mais truc, alors qu'au final ils produisent généralement rien ces gens-là, ou alors ils produisent peu au final, alors que si tu choisis de te concentrer sur tes objectifs et de faire en sorte que coder le truc qui résout un problème, ça te prenne le moins de temps possible et le moins d'argent possible, qu'est-ce que tu demandes de plus? Est-ce que ça sert vraiment de choisir le meilleur truc, le plus optimisé? Non, non. Le but, c'est de faire fonctionner son programme. Donc, une fois que tu as choisi ton langage, ton but, ça va pas être d'apprendre ce langage. Ouais, ouais, tu vas te dire, mais j'ai peut-être mal entendu, je vais le répéter. Une fois que tu as choisi ton langage, le but, ce ne sera pas de l'apprendre. Ton but, ce sera de faire fonctionner ton programme avec ce langage. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut d'abord partir d'un projet que tu aimerais créer et qui résolve, ouais, je crois que ça se dit comme ça, qui résout plutôt peut-être un problème. Pas forcément besoin d'une machine à gaz ou d'un truc compliqué, tu vois. Juste, tu choisis les bonnes bases, tu apprends ce langage, tu résous ton problème. Enfin, tu vois. Exemple, si tu veux t'orienter vers le web, euh, tu choisis de créer une application web, peu importe. Euh, bah, J'en ai parlé dans l'épisode précédent, mais je vais repartir de la base pour que tu comprennes ce que je veux dire. Tu aimerais créer une application web de recettes avec un Nutri-Score non pas sur les aliments, mais sur la recette globale. Tu vas donc devoir récupérer les Nutri-Scores de chaque aliment de la recette et en faire une moyenne. Donc bim, une nouvelle application. Tu vas devoir apprendre plein de choses sur ton langage pour le faire fonctionner, etc. Peut-être même d'autres langages, enfin d'autres outils de l'écosystème pour faire fonctionner ton programme. Bref, le but c'est pas d'apprendre le langage, c'est de faire fonctionner ton programme. Et donc, pour faire fonctionner ton programme, il faut que tu apprennes le langage, oui, mais c'est pas le but principal, c'est ce que je veux dire de base. Je le répète, tu remarqueras qu'on n'est pas parti du langage pour l'apprendre et ensuite faire un projet. On part du projet pour apprendre ce qu'il nous faut pour faire fonctionner ce projet, tu vois. Donc il faudra bien sûr évidemment appliquer le même principe pour les outils. Et bon, on y vient, n'apprends pas des outils inutiles. Moi en tout cas, te dis pas
Enfin, te dis pas: «Ah ouais, j'ai entendu parler de Tailwind, c'est un truc, ça a l'air bien, je vais l'apprendre». Plutôt dis-toi: «Pour faire fonctionner mon programme, j'ai besoin sûrement de certains outils». Heu, Plutôt que de te dire que ça a l'air pas mal, je vais l'apprendre, il faut te dire de quels outils j'ai besoin pour faire fonctionner mon projet. Et là, il y a vraiment d'énormes chances que tu choisisses les bons outils, ceux qui vont être aussi choisis par les recruteurs, par les boîtes qui veulent te recruter. Voilà, des outils qui sont bien dans l'écosystème et pas juste des outils que tu viens prendre comme ça pour faire une espèce de tambouille géante. Voilà, donc je le répète, toujours partir du projet. Alors en soi, je le précise, rien n'est inutile. Ce sera toujours utile d'apprendre quelque chose. Donc même si tu prends un truc que tu as entendu, qui a l'air cool, ce sera toujours cool de l'apprendre. Mais par contre, un truc qui est clair, c'est que notre temps il est limité. Donc si tu veux te démarquer des autres et atteindre tes objectifs, il va bien falloir à un moment que tu choisisses les bons outils au bon moment pour ne pas apprendre 10 000 outils, sachant que son temps est limité, je le répète. Donc il faut mieux être précis à apprendre les bonnes choses, sachant que l'informatique c'est ultra large et que si tu veux tout apprendre, tu n'auras jamais assez de temps. C'est comme si tu voulais voir tous les films qui ont été déjà faits depuis l'époque où les films ça a été créé, tout en regardant ceux qui sont ceux qui sont en production en ce moment et qui vont sortir. C'est impossible, tu vois. Il va falloir que tu fasses des choix, des meilleurs films. Si tu as des bonnes idées de films, je suis preneur parce que je suis en train de me remater un peu les classiques ou en tout cas de les voir. Par exemple, tu vois, je vais te dire un truc là qui va peut-être te choquer. J'ai jamais vu Le Seigneur des Anneaux. Voilà, point. Passons à la suite. Restons sur cet exemple d'application de recettes. Tu vas avoir besoin d'une base de données. Est-ce que tu prends une base de données SQL, NoSQL? Est-ce que tu utilises un CMS pour faciliter l'ajout de données dans ta base? Est-ce que tu utilises un framework CSS pour te simplifier la vie et pour coder plus vite? Bref, tu vois qu'il n'y a pas, il y a c'est pas juste: «Ah, ça a l'air cool, je le prends». C'est, de quoi j'ai besoin? Et après tu te dis éventuellement: «Ah bah ça résout mon problème et en plus c'est cool». Bon, excuse-moi, j'ai dû me déplacer parce qu'il y avait vraiment trop de bruit, dans l'endroit où j'étais. Peut-être d'ailleurs qu'il y avait déjà beaucoup trop de bruit avant et que c'était juste insupportable et que j'en sais rien puisque à mes oreilles ça allait. Donc 2e point, donc là je répète, on va dire je résume. Le premier point, se concentrer sur son objectif en programmation. Donc on a vu choisir ce qu'on a besoin d'apprendre, faire fonctionner son programme et ne pas apprendre des outils inutiles. Maintenant on va passer au 2e gros point, c'est de comprendre les concepts autour des langages. Donc premier point, la qualité du code. Alors oui, la qualité du code, c'est important, mais quand tu es débutant, l'important, c'est de faire fonctionner son programme. Tu as déjà oublié? Il y a quand même des bonnes pratiques à mettre en place. Attention d'ailleurs sur ce thème, bonne pratique. Certaines bonnes pratiques appliquées par des professionnels ne sont pas forcément une bonne pratique pour toi à un certain moment de ton projet. Alors, il y a des bonnes pratiques qui sont bonnes dans tous les langages confondus, peu importe que le projet, etc. Une fois que tu les as vus, à toi de juger si ça vaut le coup de les mettre en place dans ton projet. En tout cas, je vais plutôt refaire cette phrase. Il y a des bonnes pratiques qui sont bonnes à prendre partout et il y en a qui sont des bonnes pratiques mais pas pour tous les projets. Donc celles-là, une fois que tu les as vues, à toi de voir si elles collent à ton projet ou pas. Par exemple, même si c'est une bonne pratique, ne va pas mettre des tests automatiques sur ton code alors que ton projet il a eu besoin d'une seule journée pour être codé. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu vas mettre 3 jours à écrire tes tests alors que déjà c'est pas forcément utile et en plus ça a aucun sens. Tu mets 3 jours à écrire tes tests alors que tu as mis 1 jour à faire ton code. Sachant que ton code, si jamais il y a un problème, hop tu reviens vite dessus et puis hop tu changes le problème. Pardon. Alors que oui, par contre, quand tu es en entreprise, que tu n'as pas besoin, une grosse boîte avec un gros code où il y a plein de fichiers, tu n'as pas envie de régresser et surtout tu as plusieurs développeurs qui travaillent dessus. Donc il faut trouver une technique pour faire en sorte que si jamais un développeur modifie un truc qu'un autre développeur avait fait et que ça casse une autre feature en codant toi ta feature, et là oui, les tests c'est intéressant parce qu'au moins ça vient dire là en ajoutant cette feature tu en as cassé une ancienne. Donc tu vois que c'est intéressant, mais toi si tu es tout seul sur ton projet, que tu as mis 1 jour et qu'il n'y a que 3 fichiers, tu vas pas mettre des tests des tests, tu vois ce que je veux dire.
Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, évidemment. Donc toutes les bonnes pratiques ne doivent pas être utilisées à chaque fois. En fait, l'important, c'est pas de prendre les bonnes pratiques et de les appliquer comme, je vais pas dire le mot auquel je pense parce que c'est un peu, enfin peut-être que ma vidéo va se faire bannir, mais en gros, faut pas l'appliquer comme un fou et peut-être que tu as vu de quel mot je voulais parler. En tout cas, c'est important de juger l'importance d'une bonne pratique pour chaque projet que tu fais. Deuxième point important dans ce deuxième gros point, je ne sais pas si tu vas arriver à suivre ou si ça va être clairement écoutable sur le podcast. Le code informatique n'est jamais parfait. Alors, ça, je le dis parce que, rappelle-toi, hein, on est sur l'épisode ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé la programmation. Moi, je pensais que le code, enfin, il y a certaines boîtes où le code, il était parfait, tu vois. C'est important que tu comprennes que tous les codes ils contiennent des imperfections, que ce soit chez Apple, Facebook, même les grands groupes, ils ont des imperfections à leur code. Alors je t'en parle et je me permets de t'en parler parce que déjà je connais 2 personnes qui travaillent dans chacune des 2 entreprises que j'ai citées, Apple et Facebook. Le mythe est détruit, hein. Moi quand ils m'ont dit que le code il était éclaté, que c'était des vieux trucs, en fait c'est une problématique qu'on retrouve sur les grosses boîtes, c'est-à-dire que elles sont tellement là depuis longtemps que du coup elles se basent sur un vieux code. En même temps, un peu comme Windows, il faut qu'elles continuent d'être compatibles avec les anciennes versions. Du coup, tu peux pas vraiment voilà, casser le truc et recommencer à zéro et recommencer un beau truc. D'où le fait que quand tu rentres dans ces boîtes, le code il n'est pas parfait. Alors par contre, il y a des trucs qui sont très impressionnants, c'est-à-dire qu'il y a des milliers, voire des millions d'utilisateurs, il y a plein de trucs ultra poussés, mais par contre, ça repose sur des vieilles bases. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc l'objectif principal, et il faut bien s'en rappeler, c'est que le code il fonctionne et réponde aux besoins. C'est tout. Donc si le code commence à avoir des régressions, c'est ce dont je te parlais avant, là éventuellement tu peux commencer à ajouter des tests. Mais encore une fois, c'est une problématique de grosse application. Donc toi, si tu crées ton SaaS tout seul de ton côté, c'est sûr qu'à un moment, le projet il va évoluer. Tu ne peux pas prévoir tout depuis le départ. Il y a un moment où le projet il va évoluer. Donc je te disais que c'est possible que tu que tu prennes le code de la V1, que tu le jettes et que tu recommences tout pour la V2. C'est ce que j'ai fait pour une entreprise. À la base, il reposait sur PHP Symfony pour une base de 5000 utilisateurs. C'était un gros truc, mais ça commençait par ramer, mais ça n'allait pas pouvoir prendre tout ce dont on avait besoin, enfin pas prendre beaucoup plus d'utilisateurs, ou alors ça allait coûter cher, ou alors enfin tu vois, il y a plein de problématiques. Et quitte à ajouter en plus des nouvelles features, parce que c'était le but aussi, bah autant repartir d'une bonne base. Et du coup j'ai dû traduire entre guillemets un truc qui existait déjà en PHP Symfony en c'était quoi, bah du coup en React, Next.js, tout ça, tu vois. Donc pour dire, hein, même les grosses entreprises qui ont beaucoup d'utilisateurs, des fois elles repartent de zéro, tu vois, c'est pas grave, parce que tu peux pas tout prévoir dès le départ en fait. Voilà, là on a vu un peu avant ça dans la qualité du code, les bonnes pratiques. Maintenant voyons un peu la remise en question des approches. Donc la remise en question des approches, même certains concepts populaires comme le PO, le DDD, ils ne sont pas considérés parfaits pour tous. Il faut te dire que les concepts qui paraissent voilà, ultra cool, c'est du clean code, c'est du machin, il y en a certains qui vont dire oui c'est trop bien et il y en a certains qui vont dire oui c'est de la merde. Donc il y a plein de sujets clivants dans l'univers de la tech. Tu le sais peut-être déjà parce que si tu es sur LinkedIn, tu vas voir des gens qui se fight, ou même sur Twitter, des gens qui se fight en commentaire pour un truc qui pour moi n'a pas vocation à se battre. C'est un peu comme le clivage de PS3, enfin PS PlayStation ou Xbox, tu vois, c'est un peu ce genre de débat à la con, un peu comme Windows et Mac. Bref, pour moi ça n'a pas de sens. Chaque machine a une raison d'être. Bon, en tout cas, c'est pas le cas de tous les sujets. Il y a des sujets où tout le monde est d'accord, à part ceux qui ne comprennent pas, mais tout le monde est d'accord pour dire oui, ça c'est la meilleure solution. Dans certains cas, dis-toi que même les systèmes bancaires, ils ont du code pas très propre et pourtant ça fonctionne. On s'en fout, ça fonctionne, on est content. C'est donc crucial que tu remettes en question certaines approches qui paraissent être les bonnes et pourtant qui peuvent être remises en question. Et c'est pour ça qu'il faut que tu fasses
le tri et surtout que tu testes. Tu testes tout et après à la fin tu te dis ok bah maintenant que j'ai testé, j'ai pas écouté Jean-Pierre qui m'a dit oui ça faut pas le faire, je l'ai testé et j'ai vu qu'effectivement il fallait pas le faire ou alors je l'ai testé et en fait bah ça va, qu'est-ce qu'il raconte Jean-Pierre, enfin tu vois. Et un dernier point sur, c'était sur quoi le point? Comprendre les concepts autour des langages, c'est apprendre rapidement les spécificités d'un langage ou d'un outil. En fait, les connaissances que tu as acquises il y a 5 ans, elles sont plus forcément pertinentes aujourd'hui. Donc déjà, il faut se remettre à jour régulièrement. C'est pour ça être freelance, c'est bien dans un sens parce que entre deux missions, tu as le temps de te remettre à jour, chose qui en CDI, bon, on va te permettre d'évoluer. Mais si tu dis ouais bah, j'ai envie d'apprendre tel truc qui a un peu rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, mais j'ai envie de l'apprendre, bah, ils vont te dire bah non en fait, genre, ça n'a aucun intérêt pour l'entreprise, bah non tu vas pas l'apprendre. En tout cas je ne vais pas te payer sur tes heures de travail pour que tu l'apprennes, donc tu vas devoir le faire après le taf, sachant que tu taffes déjà toute la journée. Donc c'est un peu chiant je trouve. Donc c'est important de se mettre à jour régulièrement, tu peux plonger dans la documentation pour apprendre et comprendre l'évolution des langages. Parce que dis-toi que rien qu'avec React, on est passé des classes, enfin, des composants sous forme de classes aux composants fonctionnels avec les hooks, etc. Sachant que quand je l'ai appris, c'était sous forme de classe. Donc j'ai dû me remettre à jour. C'est quoi les functional components? Je crois que ça existait déjà par contre, mais c'était plus commun de l'apprendre sous forme de classe. Mais bref. Donc je ne suis pas en train de te dire qu'il faut foncer tête baissée. Autant je ne recommande pas de regarder 1000 tutos avant de commencer un projet, mais je te conseille quand même de te documenter au préalable et de choisir les bonnes technologies. Comme je te disais au début, tu choisis le bon truc et après, avant de te lancer direct dedans, tu te documentes un peu. Bah, juste pour te montrer un peu le mindset entre guillemets, personnellement je regarde quasiment plus de tutoriels. Je vais directement lire la documentation. En fait, quand tu sais lire une documentation, tu développes une flemme de tutoriel. Tu as la flemme, tu vas direct chercher dans la documentation ta réponse, point, tu vois. Et troisième point important, je regarde s'il n'y en a pas un quatrième, non c'était le dernier. Troisième point important, donc dans chaque point j'avais des sous-points, mais là c'est le troisième et dernier point, l'importance du passage à l'action. Tu connais peut-être cette expression, mieux vaut fait que parfait. Donc je préfère quelqu'un qui code un projet de A à Z avec un code un peu bancal, mais au moins il fonctionne et surtout le projet il est terminé. Toi quelqu'un qui fait du clean code, machin, qui fait tous les derniers trucs, mais qui va jamais au bout de ses projets. Tu vois qu'au final dans son portfolio il n'y a jamais un projet perso. Pourtant il va te dire ouais mais j'ai commencé plein de trucs, hein, mais il n'aura jamais rien terminé, tu vois. Donc dans ce dernier gros point, l'importance du passage à l'action, je vais y arriver. Arrête de regarder des tutoriels, ça c'est le premier point. Je te parlais de tutoriels précédemment, mais pourquoi il faut sortir de ce tutoriel L, de toujours regarder plein de tutoriels, etc. Déjà parce que c'est pas en regardant des vidéos que tu vas apprendre. Alors je suis désolé de te l'apprendre, mais en fait déjà quand tu regardes des tutoriels, généralement tu comprends même pas ce que la personne elle fait. À part si elle explique très bien, mais et encore c'est pas suffisant. Tu comprends pas et tu te contentes juste de copier. En fait, tu as l'impression d'être efficace parce que tu regardes 10 heures de vidéos, tu as l'impression d'avoir appris des choses, mais en réalité, tu n'as pas appris grand-chose. Soit tu as appris par cœur et du coup, tu ne sais pas refaire s'il y a un petit problème. C'est ce qui se passe dans les tutoriels. Dès qu'il y a un petit truc qui est différent, ah mais moi ça marche pas, comment t'as fait, machin. Direct, ils essayent même pas de régler le problème, c'est ah mais moi ça marche pas. Bah ouais, mais c'est le but en fait, c'est que tu apprennes, c'est pas juste que tu suives bêtement le tutoriel. Donc pour apprendre la programmation, il faut galérer et appliquer. Voilà, ça c'est deux points très importants. Pourquoi galérer? Parce qu'au moins quand tu vas trouver la solution, bah, tu vas être trop content et puis surtout ça va débloquer un truc dans ton cerveau et tu vas bien t'en rappeler. Et appliquer, parce que sinon si tu galères mais que tu te contentes juste de regarder les solutions, du coup tu n'as pas appliqué. Donc il faut mieux commencer à coder même si tu ne sais pas faire grand chose. Alors je t'ai dit précédemment, ne te jette pas non plus directement, mais te documente-toi un peu et après tu te lances, tu commences à coder même si tu ne connais pas tout, c'est pas grave. Quand tu en as marre de galérer, là tu vas regarder la solution, un tutoriel, un article, peu importe, qui te donne la solution pour t'aider, mais va pas regarder direct la solution, il t'apprend, il te montre, voilà. En tout cas,
si tu me crois et que tu me fais confiance, tu apprendras beaucoup plus vite que les autres et tu excelleras dans ton domaine de développeur. Alors on revient sur un point qui est important, c'est privilégier les projets plutôt que les technologies. Ça sert à rien d'apprendre tous les derniers outils et langages tendance. Le but, c'est vraiment de faire fonctionner le projet. Je te l'ai déjà dit, un langage, c'est un moyen de réaliser des choses concrètes. C'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Si tu apprends un langage, c'est pour te spécialiser, t'orienter vers certains types de projets et surtout pour créer des projets concrets. Si tu veux faire du web, tu vas apprendre des langages web. De fait, du coup, tu te fermes certaines portes, mais tu t'en ouvres d'autres. Tu ne pourras pas créer des logiciels ou des applications mobiles. Par contre, tu pourras créer des applications web. Il y a tellement de choses à faire que il n'y a pas besoin d'apprendre 10 000 langages en fait pour savoir tout faire, car en réalité, tu ne sauras rien faire si tu cherches à tout faire. Et le dernier point, et donc ça vient clôturer un peu l'importance du passage à l'action, c'est de montrer ses réalisations concrètes. Les futurs recruteurs doivent pouvoir télécharger et examiner les projets réalisés avec les langages et outils maîtrisés, que ce soit sur GitHub avec tes projets en public ou ou alors pas besoin forcément de leur montrer le code, mais au moins tu leur envoies le projet, qu'ils puissent le tester, tu dis oui c'est bien moi qui l'ai codé. De toute façon il y a ton nom dans la CGV ou dans peu importe, sur le site il y a ton nom qui apparaît quelque part, ou en tout cas quelque chose qui prouve que c'est bien toi qui l'as fait, mais le but c'est de montrer ses réalisations, c'est pas de tout garder pour toi. D'ailleurs, un truc qui m'énerve un peu, mais je vais essayer de rester calme, c'est les personnes, enfin c'est pas les personnes en soi, c'est le principe en lui-même, c'est de coder des projets en local. Alors bien sûr qu'au début tu le codes en local, mais le but à un moment c'est de le publier, déjà pour le partager aux recruteurs, mais pour le partager au monde. Le but c'est du web en tout cas, c'est que ça soit un jour sur internet et que de le faire découvrir aux autres. Notamment parce que déjà tu vas pouvoir le montrer aux recruteurs comme je te l'ai déjà dit. Moi aussi tu vas pouvoir le montrer à des gens qui vont dire ah ça tu pourrais faire peut-être comme ça ou machin, et ça va te permettre de t'améliorer. Mais en plus ça va t'ouvrir des opportunités, des gens qui se disent ah ouais donc là il a créé ça, il sait le faire. Moi j'ai peut-être un client là qui serait intéressé, hop, et ça t'ouvre d'autres portes, tu vois. C'est comme ça aussi être freelance. Tu partages, et à force de partager, ça va te créer des opportunités. Si tu restes tout seul dans ton coin et que tu montres rien, que tu fais tout en local, tu vas jamais rien apprendre. Moi il y a des trucs, des fois, c'est en partageant mon savoir que j'en apprends encore plus. Par exemple, j'ai fait un post sur TypeScript parce que j'avais appris un truc juste avant. Et en l'occurrence, j'avais un peu mal compris un certain point. Et le fait d'avoir partagé ça, d'avoir dit oui, voilà, TypeScript, c'est ci, c'est ça, et on m'a dit oui, alors ok, mais il te manque juste ce point-là où tu as dit ça, mais c'était pas ça. Voilà, tu vois, donc ça m'a appris quelque chose. Et ça, c'est juste parce que j'ai partagé. Et c'est très important. Donc j'en ai parlé juste avant, hein. Le but, c'est, dans l'épisode précédent, si tu as le choix entre deux constructeurs pour construire ta maison, tu as celui qui te dit, je passe très rapidement parce que je l'ai déjà dit, mais celui qui te dit oui, je sais me servir d'un marteau, d'une tractopelle, d'un machin, t'inquiète, je sais faire. Et le deuxième qui te dit oui, là voilà, c'est l'ancienne maison que j'ai construite, là c'est une autre maison que j'ai construite, là aussi c'est une autre maison. Du coup tu as envie de choisir celui qui a déjà fait des maisons et qui tiennent debout plutôt que l'autre qui dit oui, t'inquiète, je sais déjà faire. Voilà, donc j'ai passé rapidement sur ce point parce que j'ai raconté juste avant, et surtout que à l'heure où je tourne cet épisode, je le tourne le même jour. Donc moi je l'ai raconté il y a genre 10 minutes cette histoire. Bref, voilà où je veux en venir en fait sur montrer ses réalisations concrètes, parce que ça montre que tu sais faire et ça t'ouvre des portes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et pour finir sur ce montrer ses réalisations concrètes, toi tu te dis peut-être qu'au point où tu en es, où tu commences, tu te dis peut-être ça va intéresser personne, ce qui n'est pas le cas évidemment, ou non mais c'est mon projet secret, j'ai pas besoin j'ai pas envie que les gens me piquent l'idée, etc. Dis-toi que ton idée elle vaut rien tant qu'elle n'est pas créée, elle vaut rien, et puis surtout le plus dur c'est pas d'avoir l'idée, c'est de la mettre en place. Donc des gens qui ont des idées, il y en a plein. Moi on a tous un oncle, une tante, un daron, une daronne qui nous a dit putain j'ai une super idée, et qui l'ont jamais fait et qui un jour a été créée, tu vois. Ils se disent putain j'aurais dû le faire et tout.
je comprends qu'ils aient le seum, mais tu vois, le but, c'est pas juste d'avoir l'idée, parce que ton idée, il y a une certaine chance que quelqu'un d'autre l'a déjà eu ou quelqu'un d'autre l'a déjà eu. Le but, c'est de la confronter au marché, donc en la partageant, ton idée, et puis ensuite, une fois que tu es sûr qu'elle fonctionne bien, de la mettre en place. Quand tu vas le partager à ton frère, ta cousine, peu importe, c'est généralement pas eux qui vont se dire ah ouais vas-y maintenant je crée une entreprise, je crée machin. Eux ils sont dans leur vie, ils vont pas commencer à te piquer ton idée sachant qu'ils en ont déjà 10 000 qu'ils aimeraient peut-être déjà faire. Voilà, enfin ton idée elle n'a aucune valeur, c'est ça que je veux dire, et donc il faut absolument partager tes idées, et c'est comme ça que les gens vont dire ah mais non mais ton idée en fait c'est de la merde, et il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8 même personnes, enfin pas même personne du coup, mais 8 personnes qui vont dire la même chose, que ton truc il est nul. Et donc du coup tu vas dire ah bah heureusement que j'ai pas pris un an pour le coder puisque tout le monde s'en fout. Voilà, c'est ça aussi, ça te fait gagner un certain temps. J'ai beaucoup parlé là. Pour commencer la programmation, la conclusion, concentre-toi sur les concepts de base et passe à l'action surtout. Reste pas dans ton coin, fais pas juste j'apprends des tutos, machin, non, crée des trucs concrets, code des projets intéressants que tu pourras montrer aux recruteurs. Voilà, là c'est la conclusion. Je vais m'arrêter de parler, je devais faire un troisième épisode, mais je sens que j'ai beaucoup trop parlé. En plus, il commence à y avoir du bruit, les hôtesses qui commencent à faire leur taf à l'hôtel là. Voilà, je ne suis pas en train de me plaindre, je suis juste en train de dire je remets le troisième épisode à plus tard. Troisième épisode qui, vas-y, je te spoil un peu, il faut juste que je retrouve lequel c'est sur l'ordi là. Je crois que c'est comment facturer en freelance. J'ai déjà fait un épisode sur la chaîne YouTube qui dit comment facturer. Ah bah d'ailleurs, celui-là, je vais peut-être pas le faire en vidéo YouTube parce qu'il y a déjà une vidéo YouTube sur comment facturer sur Malte. Et franchement, c'est un peu la conclusion du podcast du coup, donc toi, ce sera peut-être pas utile pour toi. Mais voilà, c'est comment facturer en freelance. Je te montre toutes les étapes de tous les outils que j'ai déjà utilisés pour facturer et pourquoi j'ai choisi en dernier. Alors il n'y a pas que Malte, il y en a un autre. À voir si ça t'intéresse d'aller écouter le podcast. Il sera peut-être pas sur YouTube, donc c'est pour ça que je me permets de te prévenir, parce que j'ai déjà fait une vidéo similaire et je ne vais pas publier 10 000 fois la même vidéo, alors qu'en podcast je ne l'ai pas publié. Voilà, on se dit à dans 2 semaines sûrement, et puis c'est tout. Je sais pas quoi dire de plus. Ah si, vas-y, pendant que je change de plan là, donc là j'ai dû changer de plan parce que. Enfin, j'ai dû changer de place parce qu'il y avait trop de bruit là où j'étais. Je te montre vite fait à quoi ressemble l'hôtel, il est stylé, t'as une piscine et tout. C'est au Cambodge, ça, voilà. C'est à Siem Reap. Je pourrais mettre le nom de l'hôtel s'il y en a un qui se retrouve à Siem Reap un jour. Petit instant vlog.